Le 4 novembre 1982, contre toute attente, Amadou Ahidjo, âgé de seulement 58 ans, démissionne de son poste de président de la République du Cameroun et passe le pouvoir à son premier ministre, Paul Biya. Sur les ondes de la radio nationale, la voix du journaliste Jean-Claude Toa retentit. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. En novembre 1983, seulement un an après la passation de pouvoir, le nouveau président Biya dénonce un complot contre la sûreté de l'État et accuse Ahidjo d'en être le cerveau et le condamne le 27 février 1984 par contumace à la peine de mort. Le 6 avril 1984, seulement quelques semaines après la condamnation de Ahidjo, le président Biya est victime d'un coup d'état manqué mené par certains officiers de l'armée restés fidèles à Ahidjo. Malgré que l'ex-président exilé en France à ce moment déclare n'avoir pas de lien avec les putschistes, Biya le condamne une seconde fois à la peine de mort et demande son extradition au Cameroun afin qu'il y soit fusillé. De nombreux putschistes sont sous le verrou, d'autres sont en fuite. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, se trouve en Dieu sûr et sa vie n'a jamais été mise en danger tout au long de cette entreprise criminelle. Le nettoyage de la ville des éléments factieux se poursuit activement. Aujourd'hui, l'opinion internationale sait et doit savoir que ce complot n'était que réalité et que si certains malpensants ont cru devoir mettre en doute et sa véracité et le verdict du tribunal est consécutif aujourd'hui, le verdict de l'histoire est là. Il est sans appel. Les ennemis de la République, les ennemis de l'unité nationale sont désormais démasqués et mis à nu. Bien évidemment, cet enchaînement d'événements suscite dans tous les esprits une multitude de questions. Tout d'abord, pourquoi Ahidjo, âgé de seulement 58 ans, qui dirige le pays d'une main de maître depuis 25 ans, passe le pouvoir à Biya? Et pourquoi Biya, le fiole d'Ahidjo, le condamne à la peine de mort? Et parce que tout tire son origine du passé, dans cette vidéo, on va comprendre aussi pourquoi le peuple camerounais qui est victime d'une dictature depuis environ 62 ans n'arrive plus à se révolter. Avec des présidents fabriqués de toutes pièces par la France, des exterminations de population, une grosse emprise de la France, un pillage systématique des caisses de l'État par des ministres, un tribalisme immortel, la vie politique du Cameroun est vraiment l'une des plus sombres. Parmi les colonies françaises d'Afrique, le Cameroun est le pays qui a versé le plus de sang pour accéder à l'indépendance. Cette vidéo qui est consacrée à l'histoire d'Amadou Ahidjo traite vraiment une partie très importante de l'histoire du Cameroun, une histoire vraiment très intéressante et complexe. Je vous prie de rester bien scotché jusqu'à la fin. L'histoire d'Amadou Ahidjo, c'est maintenant. En 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po entrent dans l'estuaire du Vouri. S'étonnant de l'abondance des crevettes dans le cours d'eau, ils l'appellent Rio dos Camaroes, qui veut dire rivière des crevettes. C'est de ce mot Camaroes que vient le nom Cameroun. Après les Portugais viennent les Néerlandais, puis les Allemands. Le 12 juillet 1884, le roi Ndombele Bebel et le roi Akwa signent un traité dans lequel ils cèdent intégralement les droits souverains, la législation et l'administration du Cameroun aux Allemands représentés par Edouard Schmidt et Johann Foss. C'est le traité Germano-Douala. En échange de la signature du traité, le roi belge reçoit 27 000 marks. C'est ainsi que le Cameroun devient un protectorat allemand. Les Allemands s'installent alors dans le pays, font du commerce et lancent une multitude de travaux. Toutefois, ils traquent un peuple en particulier, les Baka, qui osent se rebeller. Les Baka sont perpétuellement piégés et étudiés comme des animaux. Certains d'entre eux sont amenés en Allemagne pour être montrés en cage dans les zoos et dans les expositions coloniales. À l'issue de la Première Guerre mondiale en 1918, les Allemands sont vaincus. Le
Cameroun est alors placé sous mandat de la Société des Nations et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. En 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous tutelle de l'ONU qui réattribue son administration aux Français et aux Anglais. La tutelle de l'ONU sous administration française accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960. Dans le Cameroun anglais divisé en deux, dont le Southern Cameroun et le Northern Cameroun, les autorités britanniques organisent le 11 février 1961 un référendum pour demander aux populations si elles sont favorables pour un rattachement avec le Cameroun français ou alors si elles veulent être rattachées au Nigeria. La réunification avec le Cameroun français l'emporte dans le Southern Cameroun tandis que le Northern Cameroun se prononce en faveur de son intégration au Nigeria. Et c'est ainsi que le 1er juin 1961, le Northern Cameroun rejoint le Nigeria et le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun se réunifie avec l'ex-Cameroun français. Il forme alors la République fédérale du Cameroun. Et le 20 mai 1972, un référendum conduit à un État unitaire et met fin au fédéralisme pour le grand bonheur du président Amadou Ahidjo. Amadou Babatoura Ahidjo voit le jour le 24 août 1924. Son lieu de naissance est encore aujourd'hui un sujet de débat. Certaines sources disent qu'il serait né à Nassarawa près de Garo au Cameroun. D'autres sources disent cependant qu'il est né au Mali et que sa maman célibataire a par la suite immigré au Cameroun. Il vit ses premières années sans figure paternelle. Plus tard, il est adopté par un chef peul Fulbe de religion musulmane. Le jeune Ahidjo commence alors ses études à l'école primaire de Garoua où il obtient son certificat d'études en 1949. Puis, il fréquente l'école supérieure d'administration de Yaoundé. À sa sortie de là, il intègre l'administration française comme télégraphiste puis comme opérateur radio. Il se fait très vite remarquer par l'administrateur colonial Guy Georgi qu'il apprécie beaucoup. Celui-ci l'aide alors à faire ses premiers pas en politique. Aux élections en 1947 pour l'Assemblée territoriale, il fait voter pour Ahidjo en mettant illégalement un paquet de bulletins dans les urnes. C'est ainsi que Amadou Ahidjo est élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun. En 1949, il intègre le Bloc démocratique camerounais, un parti politique camerounais fondé par Louis Paul Adjoula. Adjoula, réformiste, il milite pour une évolution politique au sein de l'Union française. En 1953, Ahidjo, couvé par Louis Paul Adjoula, à ce moment secrétaire d'État à la France d'outre-mer, devient conseiller de l'Union française. Au lendemain des réformes de la loi cadre de fer, la première personnalité camerounaise est André-Marie Mbida. Il est le premier ministre du gouvernement à partir du 12 mai 1957 et nomme Ahidjo vice-premier ministre chargé de l'intérieur. En 1958, Mbida commence à devenir un problème pour Paris et se montre de moins en moins malléable. Le haut commissaire Jean Ramadier décide alors de le faire tomber. En complicité avec Amadou Ahidjo, il convainc tous les ministres du gouvernement de Mbida de démissionner. Mbida se retrouve alors trahi par l'homme qu'il a fait vice-premier ministre seulement un an plus tôt. Avec l'appui de Paris, le 18 février 1958, Amadou Ahidjo devient le premier ministre du Cameroun. Mais il a cependant face à lui des vrais nationalistes qui veulent une réelle indépendance du pays. Il s'agit ici de la puissante Union des populations du Cameroun, l'UPC, avec son leader Robben Oumniobé. On ne peut pas parler de l'histoire du Cameroun sans faire un petit zoom sur l'UPC. Créé en 1948, l'UPC devient très vite un problème pour l'administration coloniale. Déjà en décembre 1952, à la 4e commission de tutelle de l'Assemblée générale de l'ONU, Robben Oumniobé revendique la réunification immédiate des deux Camerouns et la fixation d'une date pour l'indépendance. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. En 1954, Roland Pré, le haut-commissaire français au Cameroun, s'engage fermement à éradiquer l'UPC. Pour faciliter leur surveillance et les soumettre à une intense pression judiciaire, les dirigeants du parti sont tous rassemblés à Douala. Ainsi, Abel King, le vice-président, est poursuivi pour outrage à magistrat. Pierre Penda, membre du comité directeur, fait face à 5 plaintes successives. Félix Moumier est accusé de diffamation et injure. Et Robben Oumniobé est condamné pour dénonciation calomnieuse. Roland Pré entreprend également une purge au sein de l'appareil judiciaire, renvoyant en France les magistrats considérés comme insuffisamment sévères dans la répression de l'UPC. Les forces de l'ordre et les organisations camerounaises alliées à l'administration coloniale, notamment le Rassemblement des populations du Cameroun RPC, sont mobilisées pour empêcher les réunions et les discours publics de l'UPC. Le contrôle des correspondances privées devient systématique et les domiciles des militants sont fréquemment perquisitionnés. Du 20 au 30 mai 1955, une série d'affrontements oppose les militants de l'UPC
organisés en groupe de combat à leurs adversaires politiques locaux soutenus par la France et aux forces de l'ordre de l'administration coloniale. Cet événement marque l'irruption de la violence dans la vie politique camerounaise et le début de la guerre du Cameroun, guerre qui va durer près de 16 ans et faire plus de 200 000 morts. Bon, par le décret en date du 13 juillet 1955, le pouvoir colonial dissout le parti et de nombreux militants sont arrêtés, certains assassinés. Contrainte à la clandestinité, l'UPC fait finalement le choix de la lutte armée. Sous la supervision du haut commissaire au Cameroun Pierre Mesmer, une énorme répression s'abat alors de façon massive sur les UPCistes. Pierre Mesmer, ayant participé à la guerre d'Indochine, reste traumatisé par la défaite française. Il a alors qu'un seul objectif, exterminer tous les membres de l'UPC. L'armée française mène alors de vraies opérations de guerre dans les pays Bassa et Bamileke. Cette armée française regroupe alors de force des milliers de Camerounais en masse, les mitraille et les bombarde à partir d'hélicoptères. Elle bombarde au napalm plusieurs zones occupées par les nationalistes. Les têtes des combattants indépendantistes tués sont coupées et exposées dans les villages et camps de regroupement afin d'intimider la population. Pour résister, l'UPC n'a que des machettes, des goudins, des arcs et des flèches. Il se constitue alors en petits groupes de 50 à 200 combattants pour pouvoir résister face à l'armée française. Les fils de sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné les cadavres comme ça. Les mitraillettes, vous voyez même, ça coupait les herbes. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Le monde et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Mais des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûler même la maison. Dans les grandes villes, Douala et Yaoundé, pour éviter que le virus de la contestation ne se propage, les Bassa et les Bamileke y vivants sont déportés vers les camps situés le long des principaux axes routiers. Le général Lamberton, responsable des forces françaises, ordonne que toute case ou habitation en dehors des zones de regroupement devra être entièrement rasée et les cultures avoisinantes saccagées. Les Bassa et Bamileke déportés sont soumis au travail forcé pour le compte de la société française Razel, exerçant dans la construction de routes. Le regroupement des populations dans des zones spécifiques permet alors de créer ailleurs des zones interdites. Toute présence humaine dans ces zones est proscrite et les individus qui y sont découverts sont immédiatement considérés comme nationalistes et sont exécutés. Ces zones interdites sont dépourvues de toute ressource. Les cultures y sont détruites, les points d'eau contaminés et le bétail abattu. Au fil des mois, les troupes françaises composées de Camerounais, de soldats recrutés dans les colonies d'Afrique noire ainsi que quelques gaullistes racistes intensifient la pression et prennent rapidement l'avantage. Isolés des populations strictement surveillées, les nationalistes se retrouvent dans une précarité extrême et souffrent de la faim. Il manque aussi de médicaments, de vêtements et peinent à recruter de nouveaux membres. Certains commencent même à mourir de faim. Bon, à 1958, Ahidjo, après avoir été nommé premier ministre par la France, par l'intermédiaire de l'archevêque de Douala Thomas Mongo, réussit à entrer en contact avec Oum Niobé. Oum lui répond que la seule option pour qu'il arrête la révolte est l'indépendance du pays avec lui comme président. Réponse qui blesse fortement l'ego d'Ahidjo. La même année, dans la ville de Bachenga, Amadou Ahidjo couche une réunion avec Moussa Yaya Sakifada et Charles Okala décide de procéder à l'élimination physique de Robin Oum Niobé. Ah oui, bien sûr, en comptant sur le soutien infaillible de l'armée française. Après de longs mois de traque contre les UPCistes, tous tués ou capturés, les uns après les autres, au début du mois de septembre 1958, l'armée française réussit, grâce à des informations obtenues par la torture d'une prisonnière, à localiser Oum Niobé. C'est ainsi que le 13 septembre 1958, alors qu'il essaie de traverser un tronc d'arbre pour fuir les soldats français, il est froidement abattu de 3 balles dans le dos. Après l'avoir tué, son cadavre est traîné dans la boue sur une dizaine de kilomètres. Bon, une fois Robert Oum Niobé écarté pour le grand bonheur d'Ahidjo de la France, Paris fait alors signer à Ahidjo une multitude d'accords de coopération. Une fois tous les fameux accords signés, De Gaulle décide alors de donner l'indépendance au Cameroun. C'est ainsi que le 1er janvier 1960, Amadou Ahidjo proclame l'indépendance du pays, indépendance qu'il n'a jamais réclamée. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien
qui se conquiert et se reconquiert chaque jour, et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Après l'indépendance du 1er janvier 1960, les dirigeants de l'UPC en exil déclarent que l'indépendance accordée par les Français n'est qu'une façade et que Amadou Ahidjo n'est qu'un serviteur de la colonisation. Les survivants de l'UPC encore présents au Cameroun déclenchent alors des insurrections. Aidé par les conseillers militaires français encore présents au Cameroun, Ahidjo élimine froidement les insurgés. Le 5 mai 1960, il est vainqueur des élections présidentielles et devient ainsi le premier président de la République du Cameroun. Une fois président, il refuse les négociations visant à mettre fin au combat que lui propose le nouveau dirigeant de l'UPC, Félix Roland Moumié. Avec l'aide de Foccart, les dirigeants de l'UPC hors du pays sont tués tour à tour, comme le docteur Félix Roland Moumié, qui est empoisonné en octobre 1960 à Genève par les services secrets français. On pense généralement, depuis que votre mari est mort, que lui seul n'était pas visé et que d'autres personnes le sont probablement aussi. Avez-vous le sentiment qu'une menace pèse sur vous? Ce n'est pas une menace qui commence aujourd'hui. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari, où on a failli être tués. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, ou les agents qui organisent tout le temps des complots contre nous. Vous êtes, vous, monsieur Ouandié, du même avis que madame Moumié? Je suis parfaitement de son avis, parce que lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Bon. Hormis ces considérations futuristes, dirons-nous, pouvez-vous me dire si vous avez la possibilité de mettre un nom sur cette menace? Vous parlez d'impérialiste, mais pouvez-vous préciser les choses? Oui, et moi je dois vous dire... Excusez-moi, si nous pouvons aller plus directement encore, pouvez-vous mettre un nom sur l'auteur du crime qui a provoqué la mort de M. Moumié? Oui, dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité. Et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. Et vous ne pouvez pas nous faire état de quelques-unes de ces preuves en ce moment? En tout cas, pour le moment, je crois que... Il était question de Main Rouge. Partagez-vous cet avis? Et je la partage entièrement. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au 2e bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. Et dans l'UPC en particulier, avez-vous le sentiment que la Main Rouge ait effectivement fait quelque action de ce genre? L'année dernière, je me trouvais à Londres, en route pour les Nations Unies, où je devais être entendu comme pétitionnaire. Et comme par hasard, je m'y suis trouvé avec le président de notre parti, qui, lui, devait effectuer une mission en Europe. Et précisément, il a été menacé par un agent qui avait dit clairement qu'il était de la Main Rouge. Bon, dès le début des années 1960, le chef de l'État met en place de nombreuses mesures dictatoriales. Prolongation arbitraire des gardes à vue, interdiction des réunions et rassemblements, censure préalable des publications, restriction de la liberté de circulation par des laissez-passer ou des couvre-feux, interdiction pour les syndicats de lancer des souscriptions. Toute personne soupçonnée de contester le président est privée d'avocat et ne peut faire appel du jugement. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et les condamnations à mort deviennent alors fréquentes
fréquentes dans le pays. C'est donc ainsi que de nombreux champs de tir sont construits dans le pays. Ces champs de tir sont des lieux de fusillade de prisonniers condamnés à mort. Et pour ces sombres pratiques, le président Ahidjo peut compter sur ces deux hommes de meurtre, les sinistres Jean Fauchivé et Samuel Kamé. Bon, pendant ces premières années du régime Ahidjo, c'est l'ambassadeur français Jean-Pierre Bénard qui est le véritable président du Cameroun. Toutes les décisions importantes passent par lui. En effet, avec l'indépendance factice, des conseillers français sont alors chargés d'assister chaque ministre et ce sont eux qui disposent de la réalité du pouvoir. Le gouvernement gaulliste renforce alors bien son ascendant sur le pays à travers bien sûr la signature d'accords de coopération touchant à tous les secteurs de la souveraineté du pays. Ainsi, dans le domaine monétaire, le Cameroun conserve le franc CFA et confie sa politique monétaire à son ancienne puissance tutrice. Toutes les ressources stratégiques sont exploitées par la France. Les troupes françaises sont maintenues dans le pays et une grande partie des officiers de l'armée camerounaise sont français. En octobre 1961, le président Ahidjo gagne en popularité en réunifiant le Cameroun francophone dont il est le président avec le Sourden Cameroun qui a pour premier ministre John Goufoncha. Le pays devient alors la République fédérale du Cameroun avec pour président de la République Amadou Ahidjo et vice-président John Goufoncha. Avec le temps, dans le but d'instaurer un parti unique, il crée l'Union camerounaise UC et demande à tous les autres partis de se rallier à son parti. Au cours des années 1961 et 1962, on observe alors une vague de ralliement, de dissolution et de fusion des autres partis avec l'Union camerounaise. Mais en janvier 1962, André-Marie Mbida, secrétaire du Parti démocratique camerounais, et d'autres leaders de l'opposition, à savoir Marcel Bébé Eyidi, secrétaire général du Parti travailliste camerounais, et Charles Okala, secrétaire du Parti socialiste camerounais, créent un regroupement de partis dénommé le Front National Unifié FNU. Et le 23 juin 1962, le FNU publie un manifeste signé par les trois hommes. Ils affirment le refus d'adhérer au parti unique. Ils ajoutent qu'un parti unique aboutira infailliblement à la dictature. Ils sont directement arrêtés et incarcérés dans le nord du Cameroun. Cette détention provoque une dégradation physique importante chez Mbida. Il tombe malade et devient pratiquement aveugle. En avril 1964, Marguerite Mbida, épouse d'André-Marie Mbida, condamnée à 3 ans de prison ferme, se présente comme tête de liste du PDC aux élections législatives. Le PDC est le seul parti politique à oser se présenter à ces élections législatives car tous les autres chefs de l'opposition sont soit en exil, soit en prison. Les résultats de ces élections donnent une victoire massive au PDC dans le département d'Union et Sanaga. Cette victoire électorale lui est confisquée au nom de l'unité nationale et du parti unique en gestation. Les électeurs refusent alors que leur soit volée cette victoire. Le gouvernement d'Ahidjo fait descendre la gendarmerie dans les villages et les protestataires sont massivement déportés vers les camps de concentration tristement célèbres de Mantoum, Tcholoré et Mokolo. Il n'y a pas de tribunaux, donc vous êtes arrêté, interrogé, interné. À aucun moment vous ne voyez ni un juge ni un magistrat et encore moins un avocat. Et vous ne savez même pas ce qu'on vous reproche avec exactitude puisqu'on ne vous fait même part de rien du tout. Et ensuite les conditions sont assez pitoyables et très très dures. Comme je le décris dans mon roman, ça c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Bon, tenant désormais son pouvoir d'une main de maître, il est réélu en 1965 à l'issue d'une élection dont il est l'unique candidat. Toujours en cette année de 1965, à la sortie de prison de Mbida, Ahidjo le place en résidence surveillée. À côté de toutes ces dérives dictatoriales, c'est avec une grande sérénité que Ahidjo, que plus personne ne conteste, entreprend des grands travaux, des grands chantiers qui vont placer le Cameroun parmi les pays en voie de développement. C'est la période du développement des infrastructures. C'est aussi la période d'industrialisation du pays. Le président Ahidjo lance la construction de nombreuses industries. L'agriculture fait aussi partie des grands projets du président qui réalise ce qu'il va appeler la révolution verte. Il finance tous les projets agricoles. Avec l'aide de la France, il fait des routes, construit des infrastructures et plusieurs hôpitaux. Il mise aussi sur l'éducation des plus jeunes. Il multiplie donc ainsi la construction d'écoles primaires et de lycées sur toute l'étendue du territoire. Il construit aussi à Yaoundé la première université du Cameroun, l'Université fédérale de Yaoundé. Il lance aussi la construction du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade de Douala. On lui attribue cependant à tort la construction de certaines sociétés d'État, comme par exemple à l'UQAM, la compagnie camerounaise d'aluminium, qui n'est en réalité qu'une société française fondée par le groupe industriel Péchiné. La Soca Palm, la société camerounaise de palmeraie, est créée par une société luxembourgeoise, la Socfin, qui est aujourd'hui détenue à 39% par le groupe Bolloré. La Simancam, Ciment
cimenterie du Cameroun est créée et détenue par le groupe français Lafarge. Là, suivant l'ordre chronologique des événements, nous sommes encore en 1965. Cette année de 1965 est très importante pour l'avenir politique du Cameroun, car en décembre 1965 se déroulent les élections présidentielles en France. Le principal opposant de De Gaulle est François Mitterrand. Ahidjo, ayant une profonde admiration pour De Gaulle, considère Mitterrand comme son ennemi. Mitterrand, socialiste et opposant de celui pour qui Ahidjo a de l'admiration, il représente tout ce que Ahidjo n'aime pas. En fait, cette histoire que nous relayons parce que c'est vrai, c'est que du côté de la France, le destin va modifier l'allure de la succession des politiques. Et donc, on voit apparaître un certain François Mitterrand. Il est déterminant dans la vie politique du Cameroun et de Ahidjo comme individu. Mais parce que François Mitterrand était socialiste, Ahidjo, dans son fort intérieur jusqu'à sa mort, ce mot le choquait. Parce qu'ils avaient tellement aimé Charles de Gaulle que tout ce qui touchait à de Gaulle les touchait. Or, Mitterrand avait commis l'erreur, nous mettons entre guillemets, au vu de Ahidjo, de se porter candidat contre de Gaulle. C'était pour eux un péché. Il n'était pas candidat sorti du même moule politique, mais il était encore socialiste, ce qui aggravait son score. Mais pour l'avoir tenté 2 fois et échoué, Ahidjo l'avait déjà condamné. Il ne sera jamais président en France. Et lui a donc lancé cette boutade. Le jour où tu es président en France, il faut m'en interdire l'entrée. L'année suivante, en 1966, Ahidjo installe officiellement le monopartisme dans le pays. L'Union nationale camerounaise est le parti unique. Mais, cette même année, Ahidjo fait face à un problème. Le retour de l'économiste et nationaliste Hossein Afana, l'une des figures les plus influentes de l'UPC, qui organise de petites insurrections dans la région de Melundo. Comme ses prédécesseurs ou encore son acolyte Ernest Ouandjé, il réclame une vraie indépendance du pays, le retrait des bases militaires françaises, l'annulation des accords de coopération et la tenue de vraies élections présidentielles. Bien évidemment, il devient un caillou dans la chaussure d'Ahidjo. Comme solution, Ahidjo fait du Ahidjo. Il envoie alors son ami traquer Osende. Et le 5 mars 1966, Osende est détecté et encerclé dans la forêt par les troupes d'Ahidjo. Il réussit à s'enfuir. Osende, intellectuel myope, perd ses lunettes et ses sandales pendant la fuite. Le 15 mars 1966, il est pris en embuscade par une unité de l'armée camerounaise. Ayant du mal à voir, il ne réussit pas à s'enfuir comme la plupart de ses compagnons. Fait prisonnier, il est tué et décapité et sa tête est transportée par hélicoptère à Yaoundé afin que le président Amadou Ahidjo puisse regarder le mort dans les yeux. Au Cameroun, à l'exception de Ernest Ouandjé, caché en forêt et traqué par l'armée camerounaise, personne n'ose plus contester le président Amadou Ahidjo. En 1970, unique candidat, il est réélu avec 100% des voix. Avec le début de ce nouveau mandat, il décide de finir une fois pour toutes avec les résistants de l'UPC. Le 19 août 1970, Ernest Ouandjé est arrêté dans le Mongo, précisément dans la localité de Mbanga, et il est conduit en hélicoptère dans les locaux de la brigade mixte mobile en Kondengue. Cette brigade est tristement célèbre pour ses salles de torture avec son chef, le sinistre Jean Fauchivé, qui incarne la terreur et qui n'a de compte à rendre qu'au président de la République. En novembre 1970, à Paris et à Londres, les ambassades camerounaises refusent les visas aux avocats de Ouandjé et de Monseigneur Ndokmo. Parmi ces avocats à qui les visas sont refusés, il y a François Mitterrand. Quelqu'un est passé dans les chaînes de télévision et a assez bien expliqué ça. J'étais étonné que la classe politique au Cameroun ne donne pas suffisamment ce détail. Pour revenir donc à la question de François Mitterrand, Ahidjo interdira à François Mitterrand d'accéder à sa demande de venir assurer la défense d'Endormo et les autres. En lui disant ceci, le jour où tu seras présent en France, il faut m'en interdire l'entrée. Au Cameroun, Ouandjé refuse l'avocat que le Cameroun lui donne comme commis d'office. Il déclare au président du tribunal qu'il est impossible qu'il soit jugé, que le gouvernement veut l'abattre et que ce procès est une forfaiture. Appelé par le président pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Ernest Ouandjé déclare qu'il s'agit d'un jugement de pure forme et refuse de s'exprimer, maintenant ainsi son refus tout le long des débats. Peu avant Noël 1970, Ndokmo demande la grâce présidentielle, mais Ouandjé refuse de signer le recours en grâce. Presque chaque jour
juin, on lui apporte le dossier pour signer et un jour il répond à Ahidjo: prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes devant l'histoire. Le 5 janvier 1971, Wandji est condamné avec 2 de ses camarades à la peine de mort. Le 11 janvier 1971, Foka atterrit au Cameroun. Il fait savoir à Ahidjo que le cas Wandji est l'objet de sa courte visite. Il lui dit: le président Pompidou va entamer prochainement son tout premier voyage en Afrique et le Cameroun est l'une des étapes. Il faut que cette affaire soit réglée avant l'arrivée du président Pompidou qui est imminente. Je peux à Libreville l'attendre. Donc moi sera gracié. Mais Wandji, je le respecte beaucoup, mais il sera fusillé. C'est ainsi que le 15 janvier 1971, sa condamnation est mise en exécution sur la place publique à Bafoussam. Devant une foule rassemblée, il est exécuté en compagnie de Raphaël Footing et de Gabriel Tabeu. La mort de Wandji marque la fin des oppositions contre le régime d'Ahidjo. Il peut désormais être tranquille. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Pour se donner bonne image, il fonde la Cameroun Airlines en 1971 et un an plus tard, il organise la Coupe d'Afrique des Nations de février à mars 1972 et le Cameroun finit à la 3e place. Le 15 juin 1975, Amadou Ahidjo nomme comme premier ministre Paul Barthélemy Biya Bivondor. Après être passé par la Sorbonne, il obtient sa licence en droit public en 1961 à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Pendant ses années d'études en France, il ne participe à aucune manifestation des Africains contre la politique africaine de la France. Il devient très facilement citoyen naturalisé français. Sous recommandation de Louis Paul Adjoula, il entre dans le gouvernement de Ahidjo en 1962 en tant que chargé de mission à la présidence de la République. Il est l'un des plus brillants des hommes formés par Paris pour faire la continuité du néocolonialisme. Bon, en 1977, le Cameroun devient un pays producteur de pétrole. Prétendant vouloir faire des réserves pour les temps difficiles, les autorités gèrent les recettes pétrolières dans la plus totale opacité. Les fonds sont placés sur des comptes parisiens, suisses et new-yorkais. Certaines personnes accusent alors le président de vouloir détourner les recettes de pétrole. Chose qui n'est pas vraie car malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, le président Ahidjo n'a jamais détourné les caisses du pays pour s'enrichir. Il condamne aussi très sévèrement le détournement de fonds publics et la corruption. En 1980, après le simulacre de suspense qui caractérise ses déclarations de candidature, il est réélu à la tête de l'État. J'ai décidé de répondre oui à votre appel, à l'appel du peuple. Oui, j'accepte l'investiture de mon parti, l'Union nationale camerounaise. Oui, j'accepte de solliciter un nouveau mandat à la magistrature suprême de mon pays. Mais seulement un an après son élection, le 21 mai 1981, son ennemi François Mitterrand est élu président de la République française. Ce jour marque le tournant décisif de l'avenir politique d'Ahidjo. À la tête de l'État, Mitterrand fait savoir à Ahidjo qu'il n'a plus le soutien de la France. Ahidjo reste cependant toujours disposé à servir les intérêts français. Mais la tension entre lui et Mitterrand est une affaire personnelle. Mitterrand veut son départ. Et au regard de ce qui est arrivé 2 ans plus tôt en Centrafrique, c'est-à-dire le renversement de Bokassa par Valéry Giscard d'Estaing, Ahidjo prend très au sérieux les menaces de Mitterrand qui compte vraiment lui faire payer ses paroles de 1965. En juin 1942, malgré cette élimination dans le premier tour, c'est toute l'Afrique qui est fière du Cameroun. Ahidjo gagne ainsi en popularité en Afrique, mais personne ne se doute que dans les coulisses, il subit une pression énorme de François Mitterrand. En fin octobre 1982, le président Ahidjo voyage pour la France. Le jour même de son retour au Cameroun, il contacte tous les grands décideurs du pays et leur informe qu'il démissionne et que comme la constitution l'exige, Biya, son premier ministre, très malléable, âgé de 49 ans, est le nouveau président. Le lendemain, une délégation de plusieurs ministres se rend chez le président Ahidjo pour le convaincre de renoncer à cette décision de démissionner de son poste de président de la République. Parmi les ministres de cette délégation, on trouve son successeur désigné, Paul Biya. Malgré les arguments pertinents de Charles Assalé, Ahidjo fait savoir à la délégation que pour des raisons sanitaires, sa décision est irréversible. Alors, le 4 novembre, sur les ondes de la radio nationale, la voix du journaliste Jean-Claude Toit retentit. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Camerounaises, Camerounais,
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Cette démission du président Aïdjo prend effet le 6 novembre à 10h. À l'Assemblée nationale ce jour, les Camerounais voient arriver Paul Biya Premier ministre et ressortir président de la République. Bien qu'ayant passé le pouvoir à Biya, Aïdjo garde encore cependant la présidence du parti unique l'UNC. Il nomme Biya vice-président. Pendant plusieurs mois, Biya rend compte à Aïdjo de toutes les décisions qu'il prend et dirige le pays selon les volontés de l'ex-président. C'est même Aïdjo qui fait le remaniement ministériel d'avril 1983. Avec le temps, Biya tribaliste commence à mettre autour de lui ses frères et camps, qui lui conseillent alors d'arrêter d'être la marionnette d'Aïdjo. Le nouveau cercle Mbia veut conserver le pouvoir et éliminer l'ombre d'Aïdjo. Le torchon commence ainsi à brûler entre les deux hommes. Mbia ne prend plus les appels et envoie une lettre à Aïdjo dans laquelle il demande la présidence du parti. Avec le fait que Mbia ignore les appels et l'audace de celui-ci à lui envoyer une lettre, Aïdjo plonge dans une colère noire et refuse de céder la tête du parti. L'entourage de Mbia décide alors d'éliminer l'ombre d'Aïdjo de la scène politique. En novembre 1983, Mbia dénonce un complot contre la sûreté de l'État. Le 27 février 1983, en voyage en Tunisie, Aïdjo apprend sa peine. Il est condamné à mort. 5 ans pour injure le chef d'État. 5 ans pour injure le chef d'État, n'est-ce pas? Et puis condamnation à mort, mandat international, exécution sur la place publique. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il faut pas le Saint-Esprit pour... Mais les juges-là qui ont jugé, ces juges-là, c'est Aïdjo qui les avait intronisés. Toutefois, tous ces événements qui se jouent sur la scène politique intéressent fortement quelques officiers ressortissants du Nord de la garde républicaine restés fidèles à Aïdjo. Le 6 avril 1984, seulement quelques semaines après la condamnation d'Aïdjo, le président Biya est victime d'un coup d'état manqué mené par les partisans d'Aïdjo. Malgré que l'ex-président exilé en France à ce moment déclare n'avoir pas de lieu avec les putschistes, Biya le condamne une seconde fois à la peine de mort et demande son extradition au Cameroun afin qu'il y soit fusillé. Par la suite, l'État du Cameroun confisque tous les biens d'Aïdjo, gèle ses comptes et lui retire sa citoyenneté camerounaise. On lui a retiré le passeport, je trouvais cela mesquin. Et puis pour Aïdjo, c'était une vexation incroyable. Retirer le passeport à Aïdjo, vous imaginez? Et que ce soit sous le régime de Paul Biya. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Mettez-vous à sa place. C'était tellement inattendu, tellement incroyable, que je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Il a fallu que ce soit le Sénégal qui lui donne à lui et à sa famille un passeport diplomatique. Amadou Aïdjo s'installe plus tard au Sénégal où le président Abdou Diouf lui délivre un passeport diplomatique. Il vit à Dakar dans un immeuble qu'il a acheté quelques années plus tôt pour son épouse Germaine. Il meurt d'une crise cardiaque le 30 novembre 1989. Il est inhumé au cimetière Bakiya de Yoff, le plus grand cimetière musulman de Dakar. Malgré la loi numéro 91-022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun dont Amadou Aïdjo, le retour des restes de l'ex-président n'a jamais été jusqu'à présent un sujet pour Paul Biya. Les partisans d'Aïdjo et ceux de Biya. Aïdjo était déjà mécontent de la manière dont Paul Biya dirigeait le pays et craignait aussi une marginalisation de ses propres partisans. Il faut le dire, Aïdjo faisait une promotion sentimentale dans certains organes de la République, comme par exemple dans l'armée et dans la garde présidentielle, qui comprenaient majoritairement des ressortissants du Septentrion. Il était donc facile de voir un caporal ressortissant du Nord ou de l'extrême Nord avoir plus de pouvoir qu'un général issu d'une autre région. Mais les choses ont commencé à changer et les sudistes commençaient à prendre un peu plus de place dans les administrations. Les nordistes se plaignaient alors auprès de l'ancien chef d'État d'être agressés par les sudistes. Dit que les gens du Nord qui sont à Douala et à Yaoundé sont agressés verbalement par certains
hommes du Sud. Bref, après plus de 20 ans de collaboration, il y a rupture entre les deux hommes. Le 22 août 1983, le régime de Yaoundé dénonce une tentative de déstabilisation de la sécurité de l'État. En effet, Ibrahima Oumarou et Salatou Adamou auraient prévu assassiner le président Biya lors du match de la finale de la Coupe du Cameroun qui se jouait entre l'Union sportive de Douala et le Canon de Yaoundé. D'abord, le premier problème a été la découverte d'un complot. Ibrahim et Salatou, vous vous rappelez, qui devait donc assassiner le président Biya lors du match de coupe. La finale de la coupe de football. Entre l'Union sportive de Douala et le Canon de Yaoundé. Je dois dire curieusement, nous ne devons pas être à Yaoundé ce jour-là. Nous n'étions même pas le jour de la coupe. Le ministre chargé des forces armées de l'époque, chargé de la défense, M. Maïkano Abdoulaye, nous avait amené à Bafoussam le dimanche matin. On devait... Dimanche de la finale. Le dimanche de la finale. Vous voyez bien un ministre de la Défense qui amène donc et le chef d'état-major des armées et le délégué général à la sûreté et l'ensemble des personnalités qui s'occupent généralement de ces choses-là, qui nous amènent à Bafoussam, alors qu'on devait installer le commandant du 5e secteur militaire le lendemain, lundi. Il n'y avait pas d'urgence, en réalité. Vous savez ce que je vois? Les comploteurs auraient saisi un tireur d'élite de la garde présidentielle ou de la sécurité présidentielle de l'époque, Rolong, qui devait donc tirer sur Biya. Mais je pense que c'est Rolong qui aurait livré l'information. Ce qui a fait qu'on a donc arrêté Salatou et Ibrahim. L'ex-chef de l'État est accusé de complicité et condamné à mort avec Ibrahima Oumarou et Salatou Adamou. Plus tard, ils seront graciés par Paul Biya. Mais quelques mois plus tard, en avril 1984, le président Biya est la cible d'un coup d'État. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, quelques hommes de la garde présidentielle et certains éléments de l'armée, regroupés dans le mouvement JOS, jeunes officiers pour la sauvegarde de l'État, prennent quelques points stratégiques: l'aéroport de Nsimalen, la radio nationale, le palais présidentiel, le camp de la garde présidentielle, les résidences de certains généraux et quelques hommes haut placés du gouvernement. En effet, aux environs de Croise, dans la capitale Yaoundé, les populations sont réveillées par des coups de feu. À Croise 20, la sirène d'alarme du palais présidentiel se déclenche. Tout le monde questionne son prochain, mais personne n'a de réponse sur ce qui se passe réellement. Le colonel Soumanou Daouda, chef d'état-major particulier du président de la République, est appelé par ses collaborateurs angoissés. Une puis deux après le début des coups de feu insolites, il répond toujours qu'il ne sait pas ce qu'il se passe. Et on peut s'étonner que le chef d'état-major particulier du chef de l'État puisse ignorer les causes de coups de feu et être encore à son domicile. Lui, normalement, qui devait être le premier à sortir pour comprendre la situation. Le général de gendarmerie, Oumarou Ndjamyaya, réputé pour ses renseignements fiables, car il a été directeur de la sécurité présidentielle et directeur adjoint du Centre national de la documentation. Pour sa part, sans de quel côté le coup peut venir, il appelle le colonel Saleh Ibrahim, commandant de la garde républicaine, et lui demande de lui rendre compte de la situation. Celui-ci lui répond qu'il pourrait s'agir d'une tentative de coup d'État et demande au général de lui indiquer sa position. Le général Oumarou Ndjam déclare qu'il se trouve à son bureau, mais se met prudemment à l'abri. Il a été bien inspiré car quelques minutes plus tard, un char se présente devant son bureau et le bombarde. Grâce à ce subterfuge, le général Oumarou Ndjam sauve sa vie. Mais le commandant de la garde républicaine s'est ainsi trahi au colonel de gendarmerie Akono qui lui pose la même question: que se passe-t-il? Le commandant dit qu'il est retenu prisonnier chez lui, encerclé par les rebelles, et demande au colonel Akono de lui préciser sa position. Celui-ci lui fait savoir qu'il se trouve lui aussi à son bureau, à la délégation générale à la gendarmerie. Mais soupçonneux, plutôt que de demeurer dans son bureau, le colonel Akono s'installe dans sa voiture
et met le moteur en marche. Il n'attendra pas longtemps, un char de la garde républicaine arrive sur les lieux. Le colonel Akono a compris et il prend ses jambes à son cou. Un groupe s'attaque aussi à la résidence du général Semengue, chef d'état-major des armées, et celle du colonel Asso, commandant du quartier général. Alors que sa résidence est soumise à un furieux bombardement depuis 3 heures du matin, avec un sang-froid inouï, le général Semengue ne se rend pas. Il sera atteint par 3 balles. À 8 heures, les tirs en direction de sa résidence s'est un peu calmé. Il fait alors sortir sa famille par un trou de climatiseur qu'il emprunte lui-même après ses enfants. Il parvient en outre à leur faire franchir la barrière derrière une dépendance et n'a ensuite aucune difficulté à se faufiler parmi les curieux, déjà nombreux autour de sa résidence. Et c'est dans la malle arrière d'un véhicule conduit par l'un de ses voisins que le général va sortir du quartier général puis de la ville pour organiser la riposte. Grâce au service de renseignement, le mot de passe des putschistes est découvert et c'est surpris. La petite troupe, ainsi partie pour déverrouiller le quartier général, s'en servira pour infiltrer les lignes ennemies et libérer la poudrière. Ayant munitions et armes lourdes, ces soldats peuvent alors abattre les chars, abattant ce qu'ils trouvent dans les rues. Mais plus loin, par petits groupes, les putschistes poursuivent leur manœuvre. 2 chars défoncent le portail de centre de production de la radiodiffusion, aussitôt investi, au moment où doivent démarrer les premières émissions du matin, et ils laissent se communiquer. Vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen telles que énoncées par la Déclaration des droits de l'homme n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec comme pour seule devise non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin, sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun! Les putschistes ne le savent pas, mais un technicien détourne la voix et le communiqué n'inonde que Yaoundé. Les autres régions ne reçoivent pas le discours. L'aéroport de Nsimalen est aussi occupé par des chars, avec lesquels ils entendent empêcher tout débarquement de troupes, notamment celles qui pourraient venir par avion de Douala. Les conjurés sont d'autre part parvenus à encercler le palais présidentiel et 2 chars font leur entrée dans ces vastes jardins. Les soldats de la garde présidentielle pris au dépourvu se rendent dans un premier temps et expriment la volonté de rejoindre
rejoindre les rangs des insurgés. Ceux-ci commettent l'erreur de les croire et l'imprudence de leur rendre leurs armes. À l'intérieur de la présidence, le plus gradé, le capitaine Aivo, réunit les éléments dont il dispose et avec une indifférence trompeuse, il leur demande s'il ne vaut pas mieux rallier les putschistes et assurer de l'intérieur du palais la réussite du coup d'État, compte tenu du rapport des forces en faveur des insurgés. La plupart des gardes du corps du chef de l'État acquiescent à cette proposition. Le capitaine Aivo les fait aussitôt désarmer et neutraliser par la demi-douzaine prêts au contraire à affronter les putschistes. Pendant plus d'une journée, la résidence présidentielle sera défendue par moins d'une douzaine de personnes utilisant des armes individuelles et faisant illusion avec d'autres plus puissantes réglées sur automatique capables de déclencher seules ainsi des balles, des explosifs et des missiles couvrant toutes les directions selon un système de rotation et de synchronisation parfaitement mis au point. Le président de la République est conduit dans le bunker anti-atomique bien équipé avec des ressources pouvant lui permettre d'y vivre plusieurs semaines. Cette chronologie d'événements que je viens de narrer se trouve dans le livre de 495 pages, La flamme et la fumée du journaliste à l'époque des faits, Harim Bandolo. Suite à la demande du chef d'état-major des armées, le général Semengue, les troupes venues de presque toute l'étendue du territoire national combattent les putschistes et prennent le dessus. Le lendemain, le président Biya fait un communiqué pour assurer les Camerounais et la communauté internationale. Camerounaises, Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vivant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun! La répression qui a suivi a été sévère. Des centaines de soldats impliqués dans le coup d'État ont été arrêtés et de nombreux autres ont été exécutés. Des procès militaires ont été organisés pour juger les responsables. L'ex-président Aïdjo, qui avait été contacté par une radio française au sujet du putsch, avait dit, je cite, « Si ce sont les miens, ils réussiront. » Pour cette indélicatesse, il est condamné à la peine de mort pour complicité par le régime de Yaoundé. Un mandat international est délivré contre lui et son passeport camerounais lui est même retiré. Le régime va aussi utiliser cet événement pour renforcer son pouvoir et éliminer les dissidents au sein de l'armée du parti unique. Cependant, certains acteurs du putsch réussiront à fuir comme Guérandi Mbara qui s'échappe au Burkina Faso. Dans un entretien avec Venant Mboua, il présente les motivations du coup d'État et contredit certaines versions de Yaoundé. Alors, ce coup d'État, qu'est-ce qui vous a poussé, vous et vos camarades, à l'organiser au moment où on sait Biya est en plein état de grâce, il est nouveau président de la République, on vient d'en finir avec 25 années d'Amadou Aïdjo, et vous arrivez avec ce coup d'État. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'organiser? Monsieur Venant Mboua, il faut tenir compte des facteurs multidimensionnels qui concourent d'ailleurs à nos motivations. Je dirais que certains remontent à la période coloniale et d'autres sont
si vous voulez, les faits de l'actualité de l'époque. Je parle des années 80. Alors, je ne voudrais pas être très long sur ces facteurs-là. Je vais schématiser. L'État camerounais était déjà sclérosé par les crises d'ordre organique, d'ordre hégémonique et même de légitimité. Il faut tenir compte du glissement vers ce que les anglo-saxons appellent le failed state, le failed state, c'est-à-dire l'effondrement de l'État par les pratiques déjà très visibles à l'époque, très très visibles. Je citerai la course au pillage des biens publics, l'accentuation du tribalisme et du népotisme. Qui ne se souvient pas de la phrase « c'est notre tour maintenant » ou encore la chèvre broute là où elle est attachée. Ces termes n'ont pas cessé, au contraire, et puis encore se sont démultipliés aujourd'hui. On parle de pourcentage, certains parlent de polou, d'autres parlent de gombo, surtout dans votre milieu de la presse. Que sais-je encore Monsieur Guérandé, on a l'impression que vous vivez au Cameroun, là. Ben, je vis au Cameroun. Oui, je vis au Cameroun parce que je respire. Je ne peux pas faire 5 minutes sans penser au Cameroun, c'est normal. Ces expressions, je disais que témoignent vraiment de la culture de la corruption, qui est amplifiée depuis l'époque du renouveau RDPCiste. Qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources financières au nom de la création d'une certaine bourgeoisie ethno-régionaliste? C'est un phénomène qui a existé. Qui ne se souvient pas des arrestations arbitraires, de la volonté d'anéantissement des hommes d'affaires de certaines régions ciblées par ce clan ethno-fasciste au pouvoir? Là, je pense aux commerçants bamileke et islamo-peul. Qui ne se souvient pas des procès judiciaires initiés par ce que j'appelle les revanchards, mettant à mal la cohésion fragile que nous avons constatée? Qui ne se souvient pas des pratiques sectaires dans nos forces de défense et de sécurité qui ont exacerbé les frustrations entre les différentes composantes sociologiques, entre les différentes hiérarchies dans nos forces de défense et de sécurité? L'on nous répond, comme vous dites, l'on nous répond que Paul Biya n'avait pas fait ses preuves, je veux bien. Mais sait-on seulement que Paul Biya est le continuateur de ce système-là? Depuis 1962, tenez-vous bien, il est dans le système, il a toujours été un acteur important de ce système-là, connu par la majorité camerounaise. En outre, il accédait à la magistrature suprême après avoir été plusieurs années au secrétariat général de la présidence et premier ministre. Donc il savait, en prenant le pouvoir, en accédant à la magistrature suprême, il savait de ce qui se passait, de quoi il se tramait dans les arcanes du pouvoir du Cameroun. Bon. Il faut tenir compte aussi d'une cause qui découle de la dimension géopolitique des officiers. Leurs réflexions, je dis bien les réflexions des officiers, se font avec l'aide des facteurs géopolitiques et stratégiques afin de prendre des décisions stratégiques et tactiques. Et les meilleurs géopoliticiens en Afrique, je vais vous surprendre peut-être, se retrouvent dans les écoles militaires ou écoles de guerre. Alors, ces officiers sont autant des polémologues que des irénologues. Et notre objectif premier, vous vous en doutez, était d'éviter le chaos que traversent nos États aujourd'hui et anticiper des solutions aux désordres sociopolitiques et économiques qui émergeaient des administrations mises en place. D'où d'ailleurs, beaucoup demandent que signifiait l'appellation JOS, ce mouvement, la Jeunes Officiers pour la survie de l'État. C'était la conséquence de ce failed state-là. Et mes camarades avaient donc analysé la situation géopolitique du Cameroun au sein des cellules secrètes mises en place depuis les années 1975, je tiens à le dire, et je crois que
ces cellules-là existent encore, mais vous me permettrez de ne pas en dire plus. Vous voulez donc dire que ce n'était pas pour défendre Amadou Ahidjo qui était en conflit avec M. Biya à l'époque? Non. Non, pas du tout. Quelles étaient vos relations? Alors, je dirais que avec l'ancien président, il n'y avait pas, étant au Cameroun, hein, il n'y avait pas des relations comme ça avec lui. Je n'étais qu'un pauvre officier dans mes unités. Je n'étais même pas à la garde présidentielle, j'étais à l'EMIA. Je n'ai jamais eu de contact avec lui étant au Cameroun. Et rien de plus. Et au regard de mes convictions idéologiques et politiques. Cependant, hein, en exil, grâce à 2 chefs d'État, j'ai pu le rencontrer pour satisfaire ma soif de compréhension de certains faits de notre histoire. Vous êtes sans ignorer, M. Venambois, que certains pans entiers de l'histoire de notre patrie demeurent méconnus. Alors, j'ai eu pas mal d'éclaircissements ou ses positions par rapport à certains faits. Aussi, vais-je dire que je répète que nous ne sommes pas vraiment battus pour le retour de Ahidjo au pouvoir. C'était impensable, impensable. C'était déjà contre notre éthique politique. Nous connaissons les responsabilités des uns et des autres dans les politiques qui ont jalonné l'indépendance du Cameroun. Donc il faut arrêter de raconter ces choses-là pour se donner une bonne conscience ou justifier les pratiques criminelles de la répression post-avril 84. Comme on dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire des batailles. Hein. Alors, stigmatiser Ahidjo à l'époque était de bonne guerre pour gagner définitivement. Et je dirais que dialectiquement, nous assistons à un parricide qui poursuivra son autre avis. Est-ce vraiment une bonne sortie de l'histoire que de traîner ce boulet que je qualifierais d'inhumanité au-delà? Que retiendra l'histoire de Paul Biya? Notre pays mérite mieux. Mérite mieux. Alors, quand vous dites que c'était impossible que vous vous battiez pour Amadou Ahidjo, M. Guérandi, est-ce que c'est tout le monde qui pensait ainsi, ou bien c'est M. Guérandi Mbara et quelques autres officiers qui pensaient ainsi? Parce que des informations qu'on a eues disaient aussi que vous étiez peut-être divisés, vous, les auteurs du coup d'État, sur cette question-là. Il faut comprendre que nous étions partis dans un esprit de rassemblement. Et dans ce genre d'initiative, dans ce genre de projet, il faut toujours rassembler le maximum de forces, mobiliser le maximum de forces. Donc, il n'est pas exclu que vous rencontriez des motivations contraires peut-être aux vôtres. Mais, la majorité des acteurs principaux n'étaient pas pour le retour du président Ahidjo. Ce n'était pas possible. Voilà. Pourquoi n'y avait-il que les ressortissants du Nord dans cette tentative de coup d'État, M. Guérandi? Mais M. Venambois, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? C'est ce que j'ai lu dans les journaux. Oui, mais écoutez très bien. Si la victoire était de notre côté, je dis bien la victoire ponctuelle et non étalée sur le temps, vous vous serez rendu compte, comme les autres Camerounais, de la participation d'acteurs d'autres régions du Cameroun. Vous savez, ce qui a trompé le jugement des uns et des autres, c'est la montée en première ligne, je dis bien la montée en première ligne, des formations comme la garde présidentielle et le quartier général, qui à l'époque étaient majoritairement composés des ressortissants du septentrion. Ce n'était pas une ethnie, c'était des ethnies. Où vouliez-vous qu'on aille chercher des ressources humaines pour aboutir à nos fins? Vous allez mettre la garde présidentielle de côté, la garde républicaine de côté parce qu'ils sont des ressortissants à majorité du Nord? Pensez-vous qu'il n'y avait que des ressortissants du septentrion dans ces 2 formations militaires? Non. Vous savez, des dizaines d'acteurs étant vivants, je ne voudrais pas passer pour un irresponsable parce que je voudrais vous convaincre ou vous contredire.
Je répète que pour un véritable changement, nous sommes tous interpellés, tous. Et le patriotisme n'est pas l'apanage d'une ethnie ou d'une région donnée. Vous comprenez? Et le Nord, comme vous dites, n'est pas une ethnie. Oui, je fais comprendre. Et là, peut-être, je ne sais pas si je vous blesserai en l'évoquant. Je sais que vous êtes de l'extrême nord, Monsieur Guérandi. Oui. Oui, ce qui est différent de Monsieur Issa Adoum ou de Saleh Ibrahim, de ces personnes que je cite là, qui était le meneur de putsch. Bien, je confirme que les officiers supérieurs n'étaient pas contactés par nous. Il faut bien comprendre ça. Vous comprendrez que les plus gradés du mouvement JOS avaient tous le grade de capitaine. Les colonels Saleh Ibrahim qu'on a exécutés, les colonels Ngoura Beladji, d'autres comme Ousmane Daouda, etc., ont simplement été les victimes de la haine rancunière des bourreaux de Paul Biya. Vous voulez nous dire aujourd'hui solennellement que monsieur le colonel Saleh Ibrahim, qu'on a présenté comme le leader de ce putsch, n'était pas l'organisateur de cette tentative de coup d'État? Je le dis, je le confirme. Voilà. Et je peux vous dire en plus de ça que le colonel Saleh Ibrahim avait été maintenu chez lui à domicile par nos camarades. Qu'il ne sorte pas. Pourquoi? Un organisateur, mais parce que nous ne voulions pas, et connaissant la mentalité des officiers supérieurs, connaissant leur propension à retourner les vestes à tout moment, on ne pouvait pas les mettre dans cette entreprise patriotique. Voilà. Les soi-disant vainqueurs devaient justifier leur cruauté en indexant les officiers du Septentrion. Le leadership, comprenez bien, le leadership était une coalition dont le mouvement JOS était en première ligne, était le bras armé. Oui. Alors certains, je dirais, certains étaient nourris à l'idéologie marxiste. Ça, vous ne le savez pas. Alors, quant à Issa Adoum, il était un des acteurs importants de la caution civile. Et la désignation du chef de l'État aurait été le fait d'un vote au sein du Conseil militaire supérieur. Alors, rien ne dit que c'est lui qui aurait été désigné. J'en demeure encore convaincu qu'à la majorité de nos camarades étaient décidés à procéder à une refondation de la vie nationale. Rappelez-vous que à l'époque, l'Afrique était secouée par des coups d'État inspirés par des jeunes officiers révolutionnaire. Alors pour mon courant, le 6 avril était un tremplin, écoutez-moi très bien, pour accéder au pouvoir d'État et procéder aux mutations en profondeur de la vie nationale. Depuis ce temps, vous comprenez que notre pays ne fait que sombrer les problématiques sociales. À l'exemple de la corruption et autres détournements se sont implantés en culte. Alors dites-moi combien sont visés en ce moment par ces crimes économiques. Déjà sous Aïdjo, on parlait déjà de la corruption. Vous le savez peut-être. Vous qui avez peut-être lu les journaux de l'époque. Il y avait déjà, on parlait de la corruption. Oui, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça n'avait pas la même ampleur. Peut-être, ça n'avait pas la même ampleur. Mais au moins, on avait déjà pris conscience de la situation. Le peuple camerounais doit se sacrifier pour se libérer. Voilà. Vous ne pouvez pas vous libérer de cette dictature-là sans sacrifice. Et nous sommes obligés d'assumer ce sacrifice-là pour sortir l'ensemble du Cameroun de la dictature.
Le capitaine Guérandi Mbara était un cerveau de ce coup d'État. Il connaîtra aussi une fin particulière. Selon un article de Jeune Afrique publié sur lui, le capitaine exilé au Burkina Faso avait une très bonne relation avec Blaise Compaoré, dont il était même l'un des conseillers officieux. Pendant près de 30 ans, il sera une menace pour le régime de Yaoundé qui avait peur d'une seconde tentative de putsch. À plusieurs reprises, des agents de renseignement camerounais l'approcheront pour qu'il abandonne toute idée de renverser le président. Des fortes sommes lui sont proposées et même un poste ministériel. Le capitaine déclinera toutes les propositions. Avec un passeport diplomatique burkinabé, il voyage à plusieurs reprises pour rencontrer les diasporas camerounaises qui voient en lui un héros. En 2004, arguant de risques élevés pour sa sécurité, le président Biya hésite même à prendre part au sommet de la francophonie qui se tient alors à Ouagadougou. Il faudra toute l'habileté du président français Jacques Chirac pour le convaincre de faire le voyage. En 2012, le capitaine prend contact avec George Stackman, un marchand d'armes, et lui dit disposer de 2000 hommes prêts à renverser le président Biya. Sans le savoir, Stackman l'enregistre et envoie l'enregistrement au service camerounais qui juge la menace sérieuse. Décision est prise de le neutraliser. Stackman recommande de faire appel à un colonel portugais, José Alberto Fernandes Abrantes, et empoche au passage une confortable avance de 350 000 € sur les 500 000 qu'il doit toucher en guise de commission. Le 25 janvier 2013 à minuit, un avion décolle dans la brume hivernale de l'aéroport de Sofia en Bulgarie. À son bord, outre l'équipage, 3 hommes. Le premier est un colonel bulgare. C'est lui qui s'est chargé d'affréter l'aéronef auprès d'un loueur macédonien. Le deuxième est José Alberto Fernandes Abrantes. Le troisième est Guérandi Mbara qui croit se rendre à un rendez-vous avec un fournisseur d'armes basé en Russie. L'appareil n'a pas atteint son altitude de croisière que déjà le capitaine s'assoupit, terrassé par un puissant sédatif. Il est rapidement neutralisé et délesté du passeport de service burkinabé avec lequel il voyage sous le nom d'Amadou Diallo. En réalité, il n'a jamais été question de le conduire en Russie, ni de lui vendre le moindre fusil d'assaut. Lui, l'ennemi public numéro 1 du régime camerounais, est une cible bien trop importante et Yaoundé le veut mort ou vif. Le piège vient de se renfermer sur le capitaine Guérandi Mbara. L'avion atterrit donc au Cameroun et il est livré aux hommes de la DGRE. Après cette livraison, on n'entendra plus jamais parler de Guérandi Mbara. C'est consciemment que je ne donne pas tous les détails sur la mort du capitaine Guérandi Mbara. Il est question pour moi d'éviter de prononcer certains noms. Pour ceux qui veulent plus de détails sur sa mort, je mettrai le lien de l'article de Jeune Afrique dans la description de la vidéo. Ce coup d'état a fait plus de 1000 morts et non 45 comme on peut lire dans les journaux de l'époque. J'ai présenté les différentes versions tout en donnant les sources. J'espère avoir porté assez de lumière sur cet événement. Merci pour votre fidélité, restez en bonne santé. Surtout likez, partagez et abonnez-vous s'il vous plaît.